Bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et je suis très content de voir aussi que vous êtes aussi nombreux à vous intéresser à l'espace, à la science. Et comme vient de le dire Philippe, je suis astrochimiste, donc j'ai fait une formation de chimiste à la base et progressivement, voilà, je me suis orienté vers l'environnement terrestre d'abord et puis les environnements extraterrestres. Et je travaille, mes activités de recherche essentiellement sont consacrées à la recherche de la matière organique ailleurs que sur la Terre, la caractériser. Et surtout, je me suis intéressé ces dernières années aux comètes. Alors, aujourd'hui, je vais un peu sortir de ma zone traditionnelle de confort, c'est-à-dire je ne vais pas vous parler de la mission Rosetta, je ne vais pas forcément trop vous parler de ce qu'on imagine concernant l'origine de la vie sur la Terre. Ce que je vais essayer voilà, on va essayer de prendre ensemble un petit peu de recul par rapport à toutes les questions qui concernent la question de la recherche de la vie ailleurs. C'est un sujet qui nous fascine tous. On espère beaucoup de choses, mais entre ce qu'on espère, ce qu'on aimerait trouver parfois ardemment et l'état de notre connaissance d'un point de vue scientifique, il y a parfois un fossé qu'on aurait envie de combler, mais on n'a pas le droit de le combler n'importe comment, et c'est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai promis à un de mes collègues, qui s'appelle Sylvain Boulet, de faire un petit peu de pub pour cet événement dont vous avez peut-être entendu parler. Et voilà, comme déjà on n'est pas en avance, que je suis très bavard, si je le mets à la fin, je risque de ne pas tenir ma promesse. Surtout que ce matin, je voulais retirer des transparents, j'en ai rajouté 10. Donc, je me suis dit, je vais le mettre tout de suite. Donc voilà, c'est un événement qui aura lieu au mois de juillet prochain. Toutes les personnes qui ont un télescope, qui ont envie de partager leur télescope avec le plus grand nombre et observer la Lune, vous pouvez aller sur le site et vous inscrire pour que tout soit organisé, bien coordonné pour l'été prochain. Voilà, donc c'est On the Moon Again, regardez la Lune depuis la Terre. Donc voilà, on repart. Et le point de départ, je vais partir d'un petit sondage que j'ai réalisé en enseignement dans mon université. Et maintenant, on a plein de moyens modernes d'enseignement et en amphi. Donc j'avais 2 amphis d'environ 200 étudiants, 200-250 étudiants. Cette année, des premières années qui sont en filière chimie, biologie, CB et SVT, sciences de la vie et de la Terre. Donc ils sont mélangés, ils arrivent à l'université et je leur fais un cours d'introduction à l'astronomie. Voilà, j'essaie de partir du Big Bang jusqu'à la formation de la Terre. Et voilà, ils ont des petits boîtiers où ils peuvent répondre à des questions que je leur pose en amphi. Et donc, parmi les premières questions, j'avais encore pas démarré mon enseignement, mais j'étais curieux de me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont répondre en majorité? Donc il y a de la vie sur Mars, 3 possibilités. Oui, c'est prouvé. Non, et on en est sûr. Ou alors, on n'en sait rien pour l'instant. Et alors, voilà les résultats. C'est qu'il y a environ 30% des étudiants qui arrivent à l'université qui pensent que oui, il y a de la vie sur Mars. Alors c'est assez étonnant, hein, parce que toutes les agences spatiales, tous les gens qui s'intéressent un peu à ces questions, on a ce désir de démontrer qu'il y a de la vie sur Mars, et pourtant des étudiants qui sont en sciences, l'idée c'est pas de dire qu'est-ce qu'ils sont bêtes, pas du tout, hein, sont plutôt, la plupart sont comme nous, hein, il n'y a aucun problème, mais voilà, on baigne dans un contexte, on baigne dans un halo d'informations qui au final, fait penser quand même à la plupart des gens de manière passive, pas les gens qui sont intéressés, qui vont aller chercher eux-mêmes à se documenter, mais passivement, les informations qu'on récolte font que, voilà, un petit tiers des jeunes de 18, 19 ans pensent qu'on a déjà montré qu'il y a de la vie sur Mars. Alors on peut s'en étonner. Mais voilà ce que j'ai trouvé cette semaine, qui m'a fait un petit peu bondir, des publications. Alors vous m'excuserez, il y a parfois des choses en anglais, parfois des choses en français. Là j'étais content, je n'ai pas trouvé grand-chose en français là-dessus. Ça prouve que ça a été quand même circoncis
au monde anglo-saxon, mais vous voyez des unes de sites, même sur Science, l'un des plus grands prestigieux journaux scientifiques, ou le SETI Institute, qui font des communiqués, des articles grand public, en disant, voilà, des objets comme les comètes qui pourraient ensemencer, diffuser la vie d'étoile à étoile dans la Voie lactée. Et ici, voilà, les comètes et les astéroïdes pourraient, pareil, spreading life, exporter la vie à travers la galaxie. Et alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de publications scientifiques qui sont faites par des chercheurs, comme ici, un article, alors celui-là, il n'est pas encore accepté, mais il est déposé dans une archive et tout le monde y a accès, la panspermie galactique, ou alors un article qui est paru récemment dans The Astronomical Journal, qui en fait discute de quelque chose qui est vraiment passionnant, le fait que des astéroïdes et des comètes peuvent être éjectés de leur étoile, de leur système exoplanétaire, et s'échapper et être capturés par notre Soleil. C'est déjà fascinant parce que accéder à ces objets, ça nous permet d'avoir des informations sur ces autres systèmes. Et d'une certaine manière, ce qui est triste, enfin, ce que je trouve triste, c'est que le seul moyen qu'on trouve, même d'un point de vue scientifique, parce que c'est comme ça que c'est publié dans certains journaux, à vendre, entre guillemets, ces estimations, ces calculs, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de dire « Ah ben, ça pourrait véhiculer des organismes vivants », ce qu'on appelle la panspermie. Alors, je ne parle pas de molécules. Je vais revenir sur les molécules organiques, de la chimie. Moi, je suis chimiste. Une molécule organique, ça n'a rien à voir avec la vie. On trouve des molécules organiques dans des météorites. On sait qu'il y en a dans des comètes. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, on a récupéré des tas de météorites. Il y en a qui sont exposés là, dans les allées juste au-dessus de nous. Il n'y a jamais aucune étude sérieuse qui a démontré qu'il y avait des organismes, des bactéries à l'intérieur. Donc, voilà, le fait que, voilà, c'est cette découverte qui est passionnante en elle, on se sente, je dis on, les scientifiques, les gens qui font un peu de médiation scientifique, se sentent un petit peu obligés de l'enrober de vie pour espérer rendre ça intéressant. Alors, je vais vous parler de ces différents points. Donc, l'idée que partout où on trouve de l'eau, on peut aussi trouver de la vie. Les satellites glacés, moi j'ai toujours appelé ça les satellites glacés, autour des planètes géantes. Maintenant, dans le jargon, on appelle ça, la terminologie officielle maintenant de la NASA, ce sont les monts d'océans. Donc c'est très beau. Effectivement, il y a peut-être des océans sous la glace, c'est même très probable, mais au lieu de les appeler les satellites glacés, on les appelle les monts d'océans. Et bien sûr, vous en avez sans doute déjà entendu parler, les exoplanètes qui sont dans la zone habitable, tout ça, ça nous fait fantasmer, ça nous fait espérer, mais bon, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Là où on dérape un petit peu, je pense, c'est quand un axiome, donc quelque chose qui est affirmé, devient un théorème, c'est-à-dire quelque chose qui est démontré. Et je pense c'est ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire que on considère que maintenant, s'il y a de l'eau, de la matière organique, de l'énergie, il y a de la vie. On va en reparler. Et puis je terminerai en discutant quelques preuves de vie, des traces de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant la preuve qu'on a détecté de la vie ailleurs? Et vous verrez que c'est loin d'être évident. Et on a même cru déjà avoir détecté des preuves de vie sur Mars. Et puis, quelque chose qu'on connaît, la Terre, on en parlera un tout petit peu. Donc voilà, on va aller vers les mondes océans. Et voilà, on a des choses assez fascinantes ici. Cette boule de glace, là, Encelade, qui a des satellites de Saturne, ça a été l'une des plus grandes surprises de la mission Cassini. Ça fait 500 km de diamètre. Avec cette taille-là, on se disait, oui, c'est recouvert de glace, c'est normal dans cette région du système solaire. Pas grand-chose d'intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des panaches de matière qui étaient éjectés de cette petite boule. Et pour expliquer ces panaches, a priori, la seule explication
qui tiennent plus ou moins la route à l'heure actuelle, c'est de considérer qu'il y aurait des océans sous quelques kilomètres. Je reste quand même à peu près 5-6 kilomètres, voire plus, de glace. Il y aurait du liquide. Et ce qui rend cette lune vraiment intéressante, c'est que Cassini, en passant à travers ces panaches, a fait des mesures avec des instruments qui n'avaient pas été conçus, bien sûr, pour analyser ces panaches, parce qu'on n'avait aucune idée qu'il y aurait ce genre d'analyse à faire autour de Saturne, mais a détecté que c'était de la glace, qu'il y avait des éléments chimiques qui laissaient penser qu'il y avait peut-être une activité hydrothermale au fond de ces océans. On a détecté aussi des molécules à base de carbone, qu'on appelle des molécules organiques. Donc, il y a du liquide, il y a de la matière organique, il y a de l'énergie pour activer ces sources hydrothermales, il y a de l'énergie. On réunit toutes les conditions pour que, au final, on soit face à des titres comme ça: de l'eau découverte sur un satellite de Saturne, un océan caché sous la surface de la Lune de Saturne, Encelade, pourrait abriter une vie microbienne extraterrestre. On a annoncé jeudi des scientifiques de la NASA. Alors c'est souvent les scientifiques de la NASA, de manière générale, qui parlent. Donc l'idée, alors ça c'était en 2014, suite à une publication, il y a eu de très nombreuses publications sur Encelade. Donc voilà, il y a cette idée que pourquoi il y a de l'eau liquide, parce que de l'eau il y en a partout, on y reviendra, et pourrait abriter, alors il y a quand même un conditionnel, une vie microbienne extraterrestre. Il y a cette association qui est quasiment systématique entre la présence d'eau et de vie, et donc la vie ailleurs. Il semble que la question soit déjà réglée. Un autre satellite, Europe, autour de Jupiter, un peu plus gros, beaucoup plus gros même qu'Encelade, mais qui présente à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que en observant la manière dont Europe tourne sur elle-même, dont Europe tourne autour de Jupiter, pour faire simple, on en déduit qu'il y a une très forte probabilité pour qu'il y ait un océan sous quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres de glace. Et là, à nouveau, les modèles intérieurs d'Europe font penser qu'au fond de ces océans, il y aurait des sources hydrothermales, il y aurait peut-être même des lacs qui seraient prisonniers plus proches de la surface, des lacs de liquide, au sein de la glace, et on détecte parfois des jets de matière qui sont expulsés de la surface d'Europe. Alors, que ces jets de matière proviennent des océans, ce n'est pas du tout établi, mais tel que c'est représenté ici, vous voyez des failles là, qui remonteraient sur une dizaine de kilomètres et qui permettraient d'expulser de la matière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que forer sur plusieurs kilomètres, c'est très compliqué. Si on a de la matière qui vient des océans, qui est expulsée dans l'espace, à ce moment-là, on a fait une grosse partie du travail. Donc, il y a quelque chose de vraiment fascinant à aller explorer ces mondes, ne serait-ce que d'un intérêt planétologique, confirmer d'une part qu'il y a un océan, qu'il y ait une activité hydrothermale, ce qui est déjà fascinant en soi, et pourquoi pas de la vie, mais ce qui est souvent mis en avant, c'est l'aspect, il y a de l'eau liquide, donc il y a probablement de la vie. Et alors quelque chose assez récent, septembre 2016, alors souvent, il y a des conférences de presse qui sont faites par les agences spatiales quand elles veulent mettre en avant un résultat particulièrement intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours avant une convocation pour la presse qui est publique, mise publiquement sur le site de l'agence. Tel jour, on va réunir la presse pour vous faire une annonce importante concernant, en l'occurrence, Europe. Donc là, on est quelques minutes avant la conférence de presse. Donc sur le site ici, Jupiter, l'incroyable annonce de la NASA. L'agence spatiale pourrait confirmer la présence d'un océan sur une lune de Jupiter. Une découverte propice à l'existence de la vie. Bon, alors forcément, c'est l'annonce, c'est l'effet d'annonce, ça entraîne la curiosité. Et toujours mis en avant, donc propice à l'existence de la vie. C'est pas affirmatif, c'est
disons, on pense que c'est favorable. Et voilà, une lune de Jupiter pouvant confirmer la présence d'un océan sous son épaisse couche de glace qui offrirait des conditions propices à l'existence de la vie. Un océan, ça serait propice à l'existence de la vie. Quelques heures plus tard, donc la conférence de presse a eu lieu, et qu'est-ce qu'on lit? La NASA a découvert de possibles geysers de vapeur d'eau sur une lune de Jupiter. Là, le travail est quand même bien fait, parce que des possibles geysers de vapeur d'eau. Donc on part d'une espèce d'excitation, d'un enthousiasme, on pourrait avoir une confirmation, et au final, il pourrait y avoir des geysers de vapeur d'eau. Et bien sûr, bon, cette découverte, si elle est confirmée, accréditerait la thèse selon laquelle de la vie pourrait potentiellement exister sur cette lune qui abrite un océan. Donc on part d'un océan possible, de geysers possiblement faits de vapeur d'eau, et bon, il y aurait peut-être quand même de la vie. Alors regardons ce qui est annoncé. Donc ça, c'est le texte de la conférence de presse. Alors souvent, ils font un travail souvent remarquable. Il n'y a jamais rien à dire sur les textes des conférences de presse, sur ce qui est dit. Il y a toujours les conditionnels où il faut. Il y a toujours les potentiels, les peut-être où il faut. Juste ce qui permet après de laisser la presse, les médias, le grand public imaginer ce qu'on souhaite imaginer. Donc, le texte de la conférence de presse, c'est lié à une observation intéressante par le télescope spatial Hubble. On voit de temps en temps des jets de matière qui proviennent ici du sud du satellite Europe. Donc voilà. Et le télescope spatial Hubble a fait des images de ce qui pourrait être des panaches de vapeur d'eau. Et ensuite, bien sûr, quelque chose autour de la vie. Hein. Les océans d'Europe sont considérés comme l'une des endroits les plus prometteurs qui pourraient potentiellement abriter la vie dans le système solaire. Alors, je me suis dit, tiens, ça j'en ai déjà entendu parler. Effectivement, en 2013, conférence de presse, donc on est 3 ans avant, une conférence de presse, toujours au sujet d'observation de Hubble, mais cette fois-ci, le HST voit des preuves de vapeur d'eau qui sont émises de la Lune de Jupiter. Et j'aime bien m'amuser après, bien sûr, hein, c'est des formations, aller regarder les articles. Et quand on regarde l'article de 2016, en fait, donc la première annonce que j'ai exposée, en 2016, en fait, on n'est sûr de rien. On voit qu'il y a quelque chose qui est émis à partir du pôle d'Europe. Il y a des panaches de matière qui pourraient être du gaz ou des aérosols, mais nulle part dans l'article, il y a mention de ce que ça peut être. On n'en sait rien. L'instrument qui a fait ces observations ne peut pas dire ce que c'est. Et par contre, quand on regarde en 2013, il y a effectivement des observations qui indiquent que, alors c'est un petit peu technique ici, mais ce que vous pouvez voir là et là, ce qui est entouré en rouge, c'est effectivement des émissions qui sont observées dans le domaine UV, où on voit de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors on ne voit pas H2O, mais on voit hydrogène-oxygène, donc on se dit quand même de fortes chances, et je suis d'accord, que ce soit de l'eau. Donc à partir d'une observation de 2013 qui a déjà fait l'objet d'un communiqué de presse, en 2016, il y a quelque chose qui est moins précis, mais on remet une couche, on refait un communiqué de presse, et à nouveau, on vend du rêve. Ah oui, hein, une espèce de brume au-dessus de la surface d'Europe, ça fait rêver personne, mais bon, si ça pouvait être de l'eau, si ça pouvait être une preuve qu'il y a bien un océan sous la surface glacée d'Europe, qu'est-ce que ça serait bien. Et il y a un emballement derrière, alors il y a du travail journalistique qui est très très bien fait souvent, mais quand on se contente de lire les titres, quand on oublie inconsciemment parfois les conditionnels, on se met à imaginer beaucoup de choses. Alors ça, c'est l'extrait d'un film. Et je vous propose de l'écouter et on va discuter après. Donc j'espère que déjà, mon ordinateur va collaborer et le son dans la salle aussi.
Depuis très très longtemps, nous étions persuadés que Europe n'était qu'une gigantesque sphère de glace, mais lorsqu'on a bien étudié sa surface, on a constaté qu'il pouvait y avoir de l'eau sous la couche de glace. Alors, quand à l'automne 2011, des scientifiques ont publié une série de données qui démontraient la présence de lacs liquides sous la surface, ça a été... waouh! Tout le monde sait que partout où on trouve de l'eau, on peut aussi trouver la vie. Hein, tout le monde sait que partout où on peut trouver de l'eau, on peut aussi trouver la vie. C'est pas... J'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film de science-fiction. J'adore ça. Mais voilà, mon objectif, c'est pas de critiquer le film, parce que je ne me permettrai pas de le faire, mais de voir un peu comment des choses qui sont publiées, qui sont reconnues, ensuite, voilà, transpirent dans l'inconscient des gens et même dans les créateurs de science-fiction, et c'est tout à fait leur droit d'imaginer tout et n'importe quoi. Et comment après, nous, ou le public, le reçoit. Donc, tout le monde sait que partout où il y a de l'eau, il peut aussi y avoir de la vie. Mais l'étape suivante a été encore plus saisissante. La NASA a décelé des signes de chaleur souterraine dans une zone appelée le Connemara Chaos. Cela nous a conduit à envisager l'idée qu'une vie monocellulaire dans notre système solaire n'était plus simplement possible, elle devenait désormais probable. Je veux aller sur Europe et faire un trou. Dans la glace. Envoyer un submersible et observer ce qu'il y a en dessous. Observer les organismes qui viendront dire bonjour. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, effectivement, il y a de très très fortes présomptions qu'il y a un océan liquide sous la surface. Ensuite, on pense qu'effectivement, vous avez vu les images, il y a des blocs de banquise, et le pourtour est représenté en orange. Au moment où il dit il y aurait une source de chaleur. Et donc il y aurait de l'énergie. Donc il y a de l'eau liquide, il y a de l'énergie. Donc c'est pas possible, ça devient probable dans son discours. Et là, vous avez donc un vrai extrait d'une conférence grand public de Neil deGrasse, qui est un excellent vulgarisateur et qui, dans son discours, dit « Ah, ça serait super d'aller sur Europe et de voir s'il y a des poissons. » C'est légitime de se poser cette question. Que ce soit probable, certain, on n'en sait rien. Mais par contre, ça vaut le coup d'y aller. Donc cet extrait provient d'un film qui s'appelle Europa Report, qui est sorti en 2013, donc justement dans une période où il y avait beaucoup de publications autour d'Europe. Et la zone qui est décrite, le Connemara Chaos, c'est ici. On zoome, c'est là. Et donc vous avez ces photos qui ont été prises. Ça, ce sont des vraies photos. Il n'y a pas de couleur, hein. Il n'y a pas d'orange. Il n'y a aucune mesure de différence de température entre les blocs qui sont au-dessus et ce qui est en dessous. Les instruments n'ont pas détecté de différence de température. Ils n'ont pas la sensibilité, en tout cas dans la sensibilité des instruments, il n'y a aucune détection. Mais ce qu'on peut constater, c'est que vous voyez dans cette région, vous avez ces espèces des réseaux de failles, et ces blocs, on peut s'amuser à les reconstituer pour reformer un espèce de puzzle initial avec les failles qui sont toutes dans la continuité les unes des autres. Et c'est de la glace, hein. C'est que de la glace, essentiellement. Et effectivement, il y a eu à la surface d'Europe, dans cette région, des mouvements qui ont conduit à ce que cette banquise, appelons-la comme ça, se fracture et se déplace, mais elle se déplace sur ce qui reste de la glace, quasiment à la même température. Donc, il y a forcément de l'énergie. Mais dire qu'on a détecté une source d'énergie et mettre ce code de couleur où effectivement, ce qui est un rouge, orange, on se dit ah bah, c'est plus chaud. Par contre, c'est pas véridique, c'est pas observé, mais c'est la conséquence du fait que pour expliquer cette espèce de puzzle brisé, il y a forcément des mouvements et
effectivement, il y a des publications, là 2011, donc 2 ans avant le film, une publication qui essaye d'expliquer comment ce type de structure se forme. Alors c'est très technique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça nécessite quand même un panache thermique qui revient de l'intérieur, qui va ensuite craqueler la surface et la modifier. Donc on n'a pas observé du liquide sur Europe, on observe de la glace, mais il y a plein d'observations indirectes qui, pour rendre compte de ce qu'on sait d'Europe, requièrent la présence d'un océan liquide et d'énergie à l'intérieur d'Europe. Alors, bon, je ne peux pas résister quand même à vous remontrer deux autres petites séquences de ce film, où effectivement, alors, au début, c'est une conférence de presse, et alors, je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais forcément, comme il y a de la vie, on va y aller, et on ne va pas y aller en projetant pendant 20 ans une mission avec des robots. En 6 mois, on construit une fusée, on envoie des astronautes qui vont se poser et qui vont marcher à la surface d'Europe. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études de missions spatiales, notamment la NASA, qui envisagent d'envoyer un atterrisseur, alors 100 personnes dedans, un atterrisseur automatique, et la plus grosse difficulté, c'est de faire survivre les instruments au moins quelques heures pour faire des analyses, parce que Europe est dans le champ magnétique de Jupiter, et ce champ magnétique est très riche en particules, très énergétique, donc il y a des doses de radiation qui fait que même un instrument ne survivrait pas beaucoup. Alors l'astronaute qui marche à la surface, comme vous voyez ici, j'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Ça crée des belles images, et même rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder le film. On y est. Et bon, de toute façon, je considère que c'est pas gâcher le film en vous montrant que forcément ils vont trouver quelque chose, et vous allez voir. Moi, ça me fait rêver, parce que je participe à la conception d'instruments pour détecter de la matière organique, et c'est très compliqué, surtout quand on veut analyser quelque chose dans un endroit qu'on ne connaît pas. Quand on est dans un laboratoire, souvent on a un nouvel échantillon, on se dit tiens, je vais analyser ça. On se rend compte que ça ne marche pas avec l'instrument qu'on a, donc on va aller chez des collègues, ou on va demander des financements pour avoir l'instrument adapté. Là, quand on fait une mission spatiale, il faut 10 ans avant, 15 ans, 20 ans avant, construire les instruments qui seront adaptés pour... on ne sait pas. Et là, ils ont ça. Donc je trouve ça super. Combien de temps tu peux me donner, William? Le temps de prélever 2 ou 3 échantillons. D'accord. Je fais un dernier prélèvement qui soit pas irradié sous la première couche. Vous recevez des images? Alors? Je reçois tes images à l'instant. C'est un organisme unicellulaire, ça ressemble à une sorte d'algue. Voilà, donc bingo. Je le savais. C'est un film. Donc, je veux surtout pas... Voilà, je veux pas jouer les vieux scientifiques grincheux, parce que, je répète, j'ai beaucoup aimé regarder ce film, mais je trouve que c'est rigolo de voir toute la fascination qu'exerce Europe et ses satellites sur nous, et de voir comment est-ce que des objets qui, intrinsèquement, même il n'y aurait pas de vie sur ces objets, ce qui est possible, probable, j'en sais rien, mais même s'il n'y a pas de vie, ces objets valent le coup d'être explorés. Parce qu'ils sont fascinants, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait du liquide, parce qu'il y a encore une activité sur ces objets, donc on a encore énormément de choses à apprendre. La vie, ça pourrait être la cerise sur le gâteau, mais le problème, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est ce qui est mis en avant, et je pense que ça propage des idées fausses qui font que peut-être c'est pour ça que 30% des étudiants de première année pensent qu'on a trouvé de la vie sur Mars, parce que de toute façon, comme maintenant c'est quasiment sûr qu'il y en a sur Europe. Voilà. Les planètes habitables maintenant. Alors les planètes habitables, ce sont, j'aurais même dû écrire des exoplanètes habitables.
donc des planètes qui sont dans la zone habitable autour de leur étoile. Alors, on a découvert les exoplanètes en 1995. On commence, depuis les années fin des années 2010, à détecter justement des planètes de plus en plus petites qui sont dans la zone habitable, et ce qui fait qu'il commence à y avoir des films, un extrait de film qui date de 2012, je vous dirai duquel il s'agit, qui parle de cette question. Nous avons pu ainsi identifier ce que nous surnommons les planètes boucle d'or. Elles ont le même type de relation avec leur Soleil que nous avons avec le nôtre. Si une de ces planètes est trop éloignée de son Soleil, c'est trop froid. Si elle est trop près, c'est trop chaud. Or, une planète similaire à la Terre est à la bonne distance et potentiellement parfaite pour abriter la vie. Nous avons enfin identifié une exoplanète qui est à la bonne distance de son étoile pour conserver de l'eau et qui a la bonne masse pour être dotée d'une atmosphère. Toutes les 24 heures, notre station de Hawaï transmettra un signal vers Landsat 7, notre satellite en orbite, lequel amplifiera et relaiera le signal vers cette planète cible que nous appelons de manière assez grandiloquente planète G. S'il y a une vie intelligente dans ce coin-là et qu'elle se pointe ici, ça fera comme Christophe Colomb et les Indiens. Sauf qu'on jouera les Indiens. Mesdames et messieurs, soyez les témoins de cet instant historique, de ce grand pas dans notre histoire. Démarrez la transmission. Voilà. Et à votre avis, ils arrivent, forcément. Donc, zone habitable, il y a de la vie. Alors, la zone habitable, donc c'est la région entourant une étoile qui, alors, les anglo-saxons disent les planètes boucle d'or, qui est dans une zone autour de l'étoile où il fait potentiellement ni trop chaud ni trop froid pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau, déjà d'une part, et en fonction du climat de cette exoplanète, il peut faire trop chaud, trop froid, s'il y a trop d'effet de serre, pas assez d'effet de serre, on n'en sait rien. Mais voilà, le terme zone habitable signifie théoriquement, dans certaines conditions, qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface. Et donc, c'est fascinant parce que potentiellement, autant on est limité dans le système solaire avec des objets, les objets à notre portée, avec les exoplanètes, on a détecté des milliers, on commence à détecter des planètes type terrestre en termes de taille dans la zone habitable, donc d'ici quelques années, peut-être avec le JWST ou avec des télescopes des générations futures, on sera capable de caractériser un peu mieux ces planètes, notamment de savoir de quoi sont faites leurs atmosphères. Et à partir du moment où on saura de quoi sont faites leurs atmosphères, il y aura certains cas où on dira on ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que si on détecte du CO2 et du N2, comme sur Mars et sur Vénus, on ne peut pas dire grand-chose, mais par exemple, sur la Terre, comme il y a de la vie, il y a de la photosynthèse produit du dioxygène. Le dioxygène, ce n'est pas forcément facile à voir, ça dépend des domaines de longueur d'onde, mais s'il y a du dioxygène en abondance, on va avoir de l'ozone, qui est un produit de photochimie du dioxygène. Et ça, l'ozone, ça se voit assez facilement dans le domaine infrarouge. Donc, on peut s'imaginer que d'ici 5 à 10 ans, on commencera à détecter, c'est pas stupide d'envisager qu'on sera capable de détecter de l'ozone dans l'atmosphère d'exoplanètes à l'échelle de 5 à 10 ans, ou un peu plus. Dire que l'ozone est une signature univoque de la présence de vie à la surface de la planète, il y a un grand pas. Il y a beaucoup d'astrophysiciens, d'astrochimistes qui étudient la chimie de l'atmosphère d'exoplanètes et qui peuvent produire de l'ozone sans vie. Donc il faut se méfier. Et si on prend le cas de la Terre, il y a eu de la vie sur la Terre pendant quasiment 2 milliards d'années avant qu'il y ait du dioxygène qui commence à s'accumuler dans l'atmosphère et avant qu'il puisse y avoir une signature d'ozone dans l'atmosphère de la Terre. Donc même si on ne détecte pas de l'ozone, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vie.
Il faut avoir conscience de ces limites. On va avoir des outils qui vont être extraordinaires, mais il faut surtout avoir conscience du fait qu'on va avoir des objets fascinants, qu'on aura des compositions qui nous diront rien, et parfois des compositions qui vont nous étonner, mais ces compositions vont devenir des sujets de débat, des sujets de recherche, et on essaiera de savoir si on peut l'expliquer autrement que par la présence de la vie. Mais, alors ici, vous voyez, en 2014, il y a eu une genre d'épidémie de communiqués sur, la NASA prédit qu'elle trouvera des preuves de vie d'ici 20 ans. Donc c'est presque Kennedy qui dit on ira sur la Lune d'ici la fin de la décennie, officiellement. Dire on trouvera la vie avant 20 ans, qu'est-ce qui se passe si on ne la trouve pas? Alors, dans 20 ans, on peut espérer qu'on aura oublié, mais ça met quand même une certaine pression. Voilà, d'autres communiqués, aussi en France, la NASA nous promet des extraterrestres dans 20 ans. Vie extraterrestre, la NASA se donne 20 ans pour trouver des aliens. Alors, ça c'est comme ça que c'est véhiculé. Souvent les articles après reprennent les choses en mettant un peu plus de contexte, ça dépend où. Mais les titres, ce qui fait qu'on va cliquer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, on clique ou pas. Donc, en tout cas, on voit le titre. Donc, on enregistre la vie dans 20 ans. La vie dans 20 ans, c'était en 2014. Et alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'une conférence de presse organisée pour parler d'un télescope spatial qui s'appelle TESS, qui a été mis en orbite au début de l'année. Et voilà, trouver de la vie au-delà de la Terre et à notre portée. Et vous avez, au cours de cette conférence, Matt Monten, qui est à l'époque le directeur du Space Telescope Science Institute, qui dit la chose suivante, avec laquelle j'ai rien à dire. Je suis d'accord. Je vais traduire. Imaginez le moment quand nous trouverons des signatures potentielles de vie. Imaginez le moment quand le monde se réveillera et que la race humaine réalisera que sa longue solitude dans le temps et dans l'espace pourrait, mais, être terminée. La possibilité que nous ne sommes plus seuls dans l'univers. Je suis d'accord. Un jour, peut-être même d'ici 20 ans, on se réveillera et on apprendra qu'autour de l'exoplanète glisse quelque chose. On a trouvé quelque chose de bizarre. Certains chercheurs diront « je n'arrive pas à l'expliquer autrement que par la présence de vie ». Et je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui, en tournant certains paramètres de leur modèle, diront « attention, attention, ça peut s'expliquer parce que c'est une naine rouge, que son flux radiatif est de tel type, que la planète est à telle distance de l'étoile, ce qui va induire tel processus et pas d'autre. Donc oui, d'ici 20 ans, on aura des choses bizarres. La preuve définitive qu'on aura trouvé de la vie, je pense que ça sera long, et je pense que ça sera compliqué. Et ce qui est rigolo, c'est, en faisant ma recherche, en préparant cette conférence, je suis tombé sur un autre, voilà. NASA could discover whether... La NASA pourrait découvrir si la vie existe en dehors que sur la Terre d'ici 20 ans. Et j'étais surpris, c'était en 2017. Donc c'est toujours à 20 ans. Là, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je suis d'accord avec tous les conditionnels, mais est-ce que vous imaginez que votre vie va changer si vous dites « Ah, peut-être, il y a de l'ozone, et peut-être que c'est la vie ». Par rapport... alors on sera sans doute très excité, on sera sans doute très curieux, mais la manière dont on sera capable de communiquer autour de ces résultats et de faire comprendre au grand public la nature d'une découverte scientifique et de l'incertitude qui est liée à la recherche, qui fait que quand on trouve quelque chose de bizarre, c'est super, mais savoir l'interpréter, ça prend plus de temps, et que, notamment pour la question de savoir si c'est une preuve de vie ou pas, on a envie d'avoir un peu plus que quelques ppm d'ozone dans une atmosphère. Alors, où est-ce que ça a dérapé? Comment est-ce que ça a dérapé?
on trouve ici, sur le site de la mission Europa Clipper, donc une mission vers le satellite Europe, voilà, les ingrédients pour la vie, est-ce qu'ils sont présents sur Europe? Et voilà, Europe pourrait avoir les ingrédients nécessaires à la vie, l'eau, la chimie, l'énergie. Ce sont les ingrédients de la vie. Et effectivement, enfin, moi je considère que la meilleure manière d'imaginer que la vie puisse apparaître, il faut effectivement de l'eau à l'état liquide, il faut de la matière organique, c'est-à-dire de la chimie à la base de carbone, et de l'énergie. Sauf que ça, on sait que ça a marché sur la Terre, mais on ne sait pas si c'est parce qu'il y avait ces trois conditions, si c'est nécessaire et suffisant. Ce n'est pas un théorème, c'est une hypothèse de travail. Et ce n'est pas forcé que parce qu'on a ces trois ingrédients, il y a de la vie forcément. On sait qu'il y a de la vie sur la Terre, on est sûr, on est content, on ne serait pas là sinon, mais c'est tout. Par contre, voilà, il y a toute la recherche sur les origines de la vie, savoir comment elle est apparue sur la Terre, et la recherche de la vie ailleurs, qui s'articule autour de ça, mais en le posant comme axiome, comme hypothèse de travail. Un axiome désigne une proposition non démontrée, utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie, une théorie mathématique. Les mathématiciens utilisent beaucoup les axiomes, et puis quand ils arrivent à faire une démonstration, ça devient un théorème. Alors, l'eau. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'eau? Déjà, l'eau, c'est banal. Il n'y a rien de plus banal que l'eau. Alors, l'eau liquide, par contre, non. L'eau liquide, c'est rare, en tout cas à notre connaissance. Il y en a sur la Terre et on n'en a jamais vu de manière prouvée ailleurs que sur la Terre. Mais c'est très abondant. Après H2, je parle de molécules, hein, donc d'assemblage d'atomes, la molécule d'eau, H2O, c'est la molécule la plus abondante de l'univers. Donc il y a de l'eau quelque part, c'est pas le bout du monde, c'est quelque chose d'assez banal. Alors par contre, quand elle est à l'état liquide, c'est là que ça devient intéressant. Elle va présenter des propriétés physico-chimiques qui font que, quand on fait de la chimie organique, les gens qui font de la synthèse organique, en général, n'utilisent jamais l'eau. Ils utilisent des solvants qui sont toxiques, polluants, chers, dont on rêverait pouvoir se débarrasser, parce que c'est toxique, polluant et cher. Mais en général, on ne peut pas utiliser l'eau, parce que l'eau, ça permet de faire un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on rentre dans la technique protique, aprotique, polaire, apolaire, il y a des solvants qui vont permettre de faire certains types de réactions, d'autres faire d'autres types de réactions. Et parfois, quand on fait des synthèses chimiques, on démarre dans un solvant avec une tête de mort, et puis après, on passe dans un autre solvant avec un poisson qui est en train de mourir, qui est sur l'étiquette. Donc voilà, on se méfie, mais parce qu'en fonction de la réaction qu'on veut faire, on utilise le solvant approprié. L'eau est le seul solvant qui permet, sur une plage de température assez étendue, de marier un petit peu toutes les combinaisons possibles, toutes les possibilités de réactivité. Donc c'est vrai que j'ai un collègue qui dit que c'est une marieuse moléculaire. C'est une molécule, c'est un solvant fantastique, c'est vraiment un solvant particulier. C'est pour ça que moi, en tant que chimiste, j'aurais tendance à miser sur l'eau. Je ne veux pas dire qu'il ne peut rien se passer dans d'autres solvants, mais il y a quand même beaucoup plus de chances, beaucoup plus de possibilités, de flexibilité chimique dans l'eau à l'état liquide. Par contre, on ne l'a jamais observé directement ailleurs que sur la Terre, et on n'a jamais montré que parce qu'il y avait de l'eau à l'état liquide, il y avait la vie. Et parfois, c'est embêtant, l'eau. Alors, je ne peux pas résister, mais je vais aller vite. Vous voyez ici, si vous voulez, vous avez deux acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui permet de constituer les protéines. On est bourré de protéines, c'est une molécule essentielle pour le vivant. Pour associer deux acides aminés, on relargue une molécule d'eau. Et si vous avez fait un peu de chimie, vous vous souvenez peut-être du principe de Le Chatelier. C'est-à-dire que vous avez un équilibre chimique qui fait que si vous avez un peu plus, vous avez tendance à toujours vous remettre à l'équilibre. Si vous faites la réaction d'association de deux acides aminés dans de l'eau à l'état liquide, comme le produit de la réaction, c'est l'eau, la réaction va avoir tendance, comme vous êtes dans l'eau, à plutôt casser vos protéines. Et ce n'est pas du tout favorable à l'association des acides aminés vers les protéines. Donc on dit que l'eau, c'est super, mais pour certains types de réactions, il faut trouver des parades pour éviter d'avoir de l'eau à l'état liquide. Donc c'est la meilleure et la pire des choses peut-être aussi pour l'origine de la vie.
Alors il y a des parades, c'est-à-dire là, bon, j'ai pas pu résister, ça j'ai l'air intelligent, de vous montrer ce mécanisme, mais qui en fait est une espèce de parade qui a été trouvée par un chimiste français il y a quelques années, Auguste Coméras, en 2005, où on associe des acides aminés, mais en utilisant, par exemple, des plages. C'est-à-dire, vous êtes sur la plage, vous avez une phase chimique qui se fait dans le liquide, et quand la mer se retire, il y a la suite de la chimie qui se fait en phase solide, et puis après, la marée remonte, et on continue comme ça. Ça, c'est une idée de 2005, mais qui a été reprise récemment, en 2017, avec des petites marches chaudes pour associer des éléments qui pourraient être des éléments constitutifs de l'ARN et de l'ADN. Donc, avoir juste de l'eau, une planète qui serait une planète océan, c'est pas forcément favorable à l'apparition de la vie. Je dis toujours pas forcément parce que voilà, tant qu'on n'aura pas trouvé de la vie ailleurs, tant qu'on n'aura pas deux modèles d'existence de vie, on ne pourra pas établir un scénario scientifique valide, parce que avoir des hypothèses sur comment ça s'est passé sur Terre, on avance, mais valider ces hypothèses en les testant sur un autre modèle, tant qu'on n'aura pas trouvé de vie ailleurs, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et donc la vie associée à l'eau, pourtant, ça reste, comme vous voyez ici, septembre 2015, on croit avoir détecté des traces de d'écoulement à la surface de Mars. Et donc le grand titre, Ploc Ploc, il y a quelqu'un. Alors, moi j'étais super content de voir de la science en une d'un grand quotidien. Mais après, voilà, à nouveau le message, l'eau, il y aurait de la vie, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais il n'y a pas qu'en France, ça, c'est le New York Times. Hein. Mars show des signes d'écoulement du liquide, des niches possibles pour la vie, dit la NASA. Et donc voilà, une goutte d'espoir avec l'eau n'a pas été détectée directement, mais elle est forcément intervenue dans le mécanisme de formation des traînées noires, explique l'auteur de l'article. Donc voilà, le titre souvent est accrocheur, il est souvent dans les bons articles rectifié, modéré dans le contenu du texte. Et puis c'est la science. On est 1 an après. Finalement, d'autres mécanismes ont été proposés pour interpréter les observations. Ces observations, après, quand on rentre vraiment dans les articles, c'était sur un pixel à un endroit, un spectre qui était compatible avec la présence de sel. Et ce qui disait ces présences de sel, c'était possiblement déposé en présence de liquide. Plus récemment cet été, une détection qui a été faite par la sonde Mars Express, donc qui a fait l'une des unes du site du New York Times, des larges quantités d'eau sur Mars détectées, soulevant le potentiel d'une vie extraterrestre. Donc, parce que l'eau est essentielle à la vie, cette découverte offre un lieu très excitant pour rechercher des traces de vie sur Mars. Alors on est à quelques kilomètres sous la surface. Voilà. Ouais, c'est sous la surface. Et c'est un signal radar. Donc ce signal radar, il est interprété par les auteurs comme étant le mieux interprété par la présence d'eau à l'état liquide. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas vu cette eau. On a un signal radar qui est interprété, et c'est débattu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, comme étant une preuve de liquide à la surface de Mars. Ça ne serait pas étonnant, c'est-à-dire que, oui, sous plusieurs kilomètres de glace, à forte pression, avec beaucoup de sel, donc ça serait une eau saumâtre, hein, on pourrait avoir du liquide sous la surface de Mars. Alors est-ce que ça veut dire que la vie puisse apparaître là-dedans? C'est quand même un peu compliqué. Que la vie puisse s'adapter, ça c'est autre chose, mais la question est ouverte. Bon. Je vois que le temps tourne. La matière organique. La matière organique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les molécules basées sur le carbone. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est comment, est-ce qu'on cherche à observer, ça c'est une partie du travail que je fais, c'est quel stade de complexité moléculaire peut atteindre le carbone spontanément, sans activité biologique. Et est-ce que la chimie, parce que forcément, avant qu'il y ait de la biologie, il faut qu'il y ait de la chimie, comment est-ce qu'on peut imaginer que des molécules chimiques vont s'associer pour donner naissance
à des premiers organismes vivants. Mais la matière organique, c'est assez banal. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est un élément qui est très banal dans l'univers et que spontanément, il va s'associer avec d'autres atomes, de l'hydrogène, d'autres atomes de carbone, de l'oxygène, de l'azote et des molécules organiques. On en trouve une foison dans le milieu interstellaire. On en trouve dans l'atmosphère de Titan. On en trouve dans les comètes, on en trouve dans les météorites. De la matière organique, c'est un peu comme l'eau. C'est quelque chose d'assez banal. Pourtant, vous voyez, j'ai pris des couvertures de livres de chimie organique. Alors c'est peut-être pour faire passer la pilule, mais voilà, on nous la vend avec des arbres, des papillons, des fleurs, alors que, donc de la vie, alors que la chimie organique, ça reste quelque chose, je préfère cette couverture. J'ai plus confiance en un livre comme ça. Que mais bon, j'imagine que tous les contenus sont très bons, mais c'est, je trouve, une manière de faire rentrer dans la tête des gens une idée fausse, une idée qui était l'idée prévalente au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'était que la matière organique était forcément liée à une force vitale, à une énergie mystérieuse qui était liée à la vie. Jusqu'à ce qu'au milieu du XIXe siècle, un Allemand, Wohler, arrive à faire une première synthèse de molécules organiques sans avoir besoin d'organismes vivants. La chimie organique n'a rien à voir avec la vie. La vie utilise la chimie organique, mais ce n'est pas parce que vous avez de la matière organique que vous avez de la vie partout. Je vais passer sur quelques-uns, juste pour dire que, voilà, je me mets dans le même bain que tout le monde, parce que... typiquement, j'ai participé à la mission Rosetta, on travaille toujours sur les données, et l'une des découvertes, une des observations qui a été la plus médiatisée, ça a été voilà, la découverte d'éléments clés de la vie sur la comète Tchouri, les éléments clés de la vie sur la comète Tchouri. Et qu'est-ce que c'était? C'était une détection d'un instrument qui s'appelle Rosina. Voilà, j'avais participé à la rédaction de cet article, et on détecte une molécule qui a la même masse que la glycine, c'est ce qu'on appelle un spectre de masse. En regardant les fragments, on est à peu près certain que c'est bien de la glycine qui est détectée. Et bon, le titre de l'article, c'est voilà, des éléments chimiques prébiotiques, donc d'avant la vie, un acide aminé et du phosphore détectés dans l'atmosphère de la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko. Donc moi, en tant que chimiste, je trouve ça génial. Mais parce que ça m'apprend quelque chose sur la chimie de la comète. Mais la glycine, donc, qui est le plus simple des acides aminés, en fait, c'est pas compliqué. C'est ça qui est compliqué à faire passer. C'est que la glycine, en fait, vous prenez ces deux petites molécules, du CO2 et du méthylamine gelées dans les glaces cométaires, vous réchauffez un petit peu, vous faites ce qu'on appelle le méthylammonium méthylcarbamate, vous envoyez des photons, donc de la lumière à la surface de cette glace, et vous faites le méthylammonium méthylglycinate, donc un sel de glycine. Vous voyez, en 2 étapes, vous faites de la glycine. Donc détecter de la glycine, je trouve que c'est super intéressant parce que ça me dit à moi, chimiste, que ce type de processus a pu être mis en œuvre dans les glaces de la comète. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour passer de la glycine à la vie, il y a un saut énorme. Ce n'est pas parce qu'il y a de la glycine, qui est une molécule qu'on cherche quand même, parce qu'elle est un peu symbolique, en termes de chimie prébiotique, de la chimie de l'avant la vie, parce qu'on se dit, quand même, pour expliquer l'apparition de la vie, avoir de la glycine, ça nous aidera, mais ça ne résout pas tout. Et alors, cette fois-ci, le communiqué de presse de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, j'avais participé à la rédaction et j'avais fait rajouter cette phrase. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes concernant la chimie qui a conduit à l'apparition de la vie sur la Terre, et il y a un très grand saut quantitatif et qualitatif entre la détection de la glycine et le fait que la vie puisse apparaître. Mais bon, on était content. Donc sur cette infographie qui a été produite par l'ESA, voilà, la glycine, elle est représentée comme le roi des animaux. C'est une molécule symbolique qui anime notre imagination, qui relance notre espoir que la vie, s'il y a de la glycine et d'autres ingrédients de la vie sur les comètes, on peut se dire les ingrédients, ils peuvent tomber ailleurs et la vie pourrait apparaître ailleurs. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec un autre instrument qui s'appelle COSIMA, on a détecté en phase solide quelque chose qui ressemble plutôt à ça, en termes de formule chimique, une espèce de résidu
qui s'apparente à ce qu'on a dans les météorites, qui s'appelle la matière organique insoluble, ou des kérogènes qu'on trouve sur Terre. Une espèce de réseau, c'est de la matière organique, mais c'est très réticulé, très compliqué à analyser. On a très peu étudié la réactivité chimique de ce type de matériaux. Et quand on regarde en fait les molécules d'uso, les molécules à la limite très réactives qui peuvent nous intéresser, et vont représenter seulement que quelques pourcents du carbone qui est présent dans la comète. Et la plus grande partie du carbone qui est présente dans la comète Tchouri va plutôt être présente sous cette forme. Et cette forme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi à l'heure actuelle, c'est de voir dans quelle mesure cette forme peut jouer un rôle. Est-ce qu'elle a pu jouer un rôle? Est-ce que c'est juste du carbone qui est perdu, entre guillemets, qui peut servir à rien parce qu'il est emprisonné dans cet enchevêtrement très complexe, ou est-ce que, processé par la Terre primitive, il a pu jouer un rôle pour l'apparition de la vie? L'énergie, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais je veux juste insister sur le fait que toutes les énergies ne sont pas forcément égales. C'est-à-dire avoir de la chaleur, avoir ce qu'on avait appelé des potentiels redox, ou avoir de l'énergie sous forme de photons. Moi-même, pendant longtemps, je me disais, ouais, ça doit se valoir. Mais en fait, en lisant des travaux assez récents de certains collègues, bon, c'est pas forcément comprendre grand-chose, mais pour qu'il y ait un système qui commence à ressembler à de la vie, il faut que ça soit quelque chose, on dit quelque chose d'autocatalytique. C'est-à-dire que vous avez une molécule qui est son propre catalyseur, et en fait, il va y avoir un cycle, vous partez d'une molécule et vous allez en former deux. Enfin, vous allez en former une de plus. Donc on pense que le début de la vie, c'est d'une certaine manière forcément basé pour ça, basé sur ce type de fonctionnement. Et ça, en chimie, pour éviter que ce soit la réaction inverse qui prenne le pas, vous voyez ici cette double flèche avec une barrée. Si vous voulez que ça tourne comme ça, il ne faut pas que ce soit possible de faire C vers I et I vers C. Et ça se fait avec un certain coût énergétique. Et certains collègues considèrent, alors peut-être qu'ils se trompent, mais moi j'ai lu leurs articles, je dois discuter avec eux, je trouve que c'est quand même assez convaincant, ça tient la route. Ce coût énergétique, ça ne peut pas être juste de la chaleur, ça ne peut pas être des réactions redox, c'est forcément de l'énergie qui proviendrait de photons, de la lumière d'étoiles, au moins dans le visible, et c'est mieux si c'est dans le domaine UV. Donc si vous êtes au fond d'un océan et si vous avez juste des sources hydrothermales, ben, dans ce cas de figure, on ne peut pas imaginer que la vie puisse apparaître. Que la vie puisse s'adapter, parce que c'est le cas sur Terre, il n'y a aucun problème. L'adaptation de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire et on peut le constater. L'évolution, l'apparition, pour l'instant, les scénarios des meilleurs chimistes, je ne me mets pas dans le lot, des meilleurs chimistes qui travaillent sur ces questions, nécessitent la présence de photons. Et donc voilà, est-ce que tout ça, ça suffit pour faire des ingrédients de la vie? Est-ce que ça justifie de voir apparaître ce genre de figure où on va vendre une mission spatiale en se disant on va aller chercher des traces de vie? Peut-être que pour convaincre le Congrès, pour avoir le financement, peut-être qu'il faut le faire. Peut-être. Mais je pense que par contre, il faut garder la tête froide et considérer que on a un modèle, on a une hypothèse, on a un axiome, et donc c'est en allant sur Europe, éventuellement sur Enslat, qu'on sera capable de le démontrer. Mais il faut rester prudent. Et je prends cette citation de John Sutherland, qui est l'un des chimistes qui a fait les plus gros progrès au cours des dernières années en termes de chimie prébiotique, c'est-à-dire qu'il y avait des murs sur lesquels les chimistes des origines de la vie butaient depuis des vingtaines, depuis, je dirais, le milieu des années 70, qu'il a pulvérisé à la fin des années 2010. Et il a écrit un article l'année dernière, Les études sur les origines de la vie, la fin du début. D'ailleurs, on n'a pas fini, mais il pense qu'on commence à voir mieux cerner le problème. Et il écrit la nécessité d'irradiation ultraviolette pour générer des électrons rend impossible les environnements au fond des océans. Ça, avec des arguments énergétiques et structuraux, suggère que l'idée que la vie puisse avoir pour origine ces sources hydrothermales devrait, comme les sources elles-mêmes, rester
et là ici de Shakespeare, au fond enterrés au fond des océans. Donc c'est très dur. C'est-à-dire qu'il y a des projets de mission comme Europa Lander, qui est une mission fantastique, mais avec la priorité numéro 1, chercher la vie. Et c'est comme ça qu'elle essaye de se faire financer. Et j'aimerais qu'elle se fasse. J'aimerais qu'elle se fasse. Mais j'aimerais qu'on la fasse en gardant toutes ses réserves et en se disant, c'est pas gagné. On n'est pas sûr, mais on y va avec des hypothèses. Et alors peut-être que si Europe, j'entends dire parfois, oui, mais peut-être qu'il y a 4 milliards d'années, les océans étaient exposés en surface. D'accord. Et donc, ça pourrait fonctionner, mais on est quand même sur un mode de fonctionnement, un mode d'origine de la vie qui aurait sans doute été quand même assez différent de ce qu'on peut avoir imaginé sur la Terre. Pour terminer, les preuves de vie. Qu'est-ce qui serait une preuve de vie? Ça, c'était en 1900. Un prix qu'une veuve, la veuve Guzman, avait légué à l'Académie des sciences 100 000 francs pour la première personne qui aura trouvé le moyen de communiquer avec un astre autre que la Terre, mais précisé autre que la planète Mars. Je vais vous dire pourquoi autre que Mars. Alors, j'ai trouvé d'autres écrits, on dit parce que Mars est relativement bien connu. Donc, sur Mars, ça serait trop facile. Donc, en gros, elle ne veut pas que ces 100 000 francs soient dépensés trop facilement, soient gagnés trop facilement. C'était en 1900. En 1900, on pensait que c'était trop facile de trouver de la vie à la surface de Mars. Et j'aime beaucoup cette image que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle le visage martien. C'est une observation. C'est une observation. Il n'y a rien à dire sur cette observation. C'est un cliché qui a été pris par un instrument. La plupart des gens qui connaissent l'instrument, qui ont construit l'instrument, savaient que ce n'était pas un visage. Parce qu'ils connaissent les limites de leur instrument. Mais à partir du moment où on a envie de détecter de la vie, quand on voit ça, on est aux limites de l'instrument. On est aux limites de ce qu'on appelle le signal sur bruit. Est-ce que c'est suffisant? Certains diront oui, d'autres diront non, parce qu'avec une meilleure mesure, c'est ce qu'on voit. 1998, 2006 avec Mars Express. Il y a toujours des gens qui se disent oui, mais c'était une belle sculpture et elle a été érodée. Et ça pose, alors c'est rigolo, mais ça pose vraiment la question de, on va dans un endroit, on explore avec les instruments qui sont à la limite de ce qu'on peut envoyer. Et donc les observations qu'on va faire, elles vont toujours être à la limite de ce qu'on est capable de faire. On a déjà fait plein de choses sur Mars, donc les prochains instruments, ils seront meilleurs, et ils vont toujours mesurer à la limite de ce qu'ils sont capables de faire. Et si on part en se disant, on va chercher la vie, et je vous promets, je vous la ramène, c'est tellement tentant, quand on sort quelque chose comme ça, de se dire, on l'a trouvé. 1996, la météorite 84001, une météorite martienne. On voit des globules de carbonate, on voit des petits filaments, on voit des alignements de cristaux de magnétite. Ça fait la une de tous les journaux. Il y a même Bill Clinton qui fait une déclaration sur le parvis de la Maison-Blanche le 7 août 1996, mais il est très prudent. Il dit ça peut signifier la possibilité de la vie. Si cette découverte est confirmée, ça sera sûrement l'une des plus étonnantes découvertes de la science. Donc le texte de son discours n'a aucun reproche. Et puis il y a eu quand même de longues années de débats, de controverses scientifiques, avec l'un des articles, il y en a plusieurs, il y en a toujours, c'est toujours des plus et du moins, des pour et des contre, mais l'un des articles a été l'un des plus convaincants pour, entre guillemets, enterrer le fait que ce puisse être des fossiles de bactéries martiennes. C'est cet article-là qui dit que toutes les magnétites qui ont été découvertes sont entièrement compatibles avec des croissances in situ dans la roche, de manière complètement abiotique, tout simplement par du chauffage. Moi, je me dis souvent que peut-être que dans 30 ans, on aura trouvé de la vie sur Mars. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Et peut-être qu'on reviendra sur ces découvertes et qu'on se dira, ah ben finalement, peut-être que c'en est. En tout cas, ce n'est pas suffisant. À l'heure actuelle, pour déclarer qu'il y a eu de la vie sur Mars,
ces découvertes, tant qu'on peut les expliquer autrement, ne peuvent pas être suffisantes comme preuve de la présence de vie. Bon, je ne parle pas du méthane, mais je terminerai sur la Terre. Quand est-ce que la vie est apparue sur la Terre? On sait que ça a fonctionné. Donc on va chercher des fossiles, on va chercher des traces de vie. Et je trouve que ça nous illustre beaucoup la difficulté qu'il peut y avoir à détecter la vie dans des quand elle n'existe plus qu'à l'état de trace. Ici, vous avez une publication dans Nature, dans des roches qui datent de 3700 millions d'années, donc 3,7 milliards d'années, la Terre en ayant 4,5. Donc, des structures qui s'appellent des stromatolites. Si ce sont des stromatolites, ça veut dire qu'il y a de la vie. Et donc, cette publication de 2016, qui a été expertisée, qui a été jugée convaincante par la plupart de la communauté à l'époque, laisse penser que ce que vous voyez ici, ces espèces de petits plissements, ces espèces de petites cornes là que vous voyez, seraient le reflet de la présence de stromatolites qui sont en fait des roches créées par des bactéries. Ce ne sont pas des fossiles, mais des roches créées par des bactéries. Ça, c'est 2016. Donc, si on voit ça, ça veut dire qu'il y a déjà de la vie sur la Terre, il y a 3,7 milliards d'années. Il y a quelques semaines, et dans le même journal, d'autres chercheurs sont retournés, ont été réanalyser d'autres échantillons, les remettre dans leur contexte géologique et ont apporté un regard nouveau sur cette détection. Et ils ont conclu que ce n'est absolument pas la preuve de la présence de vie. On rapporte ici de nouvelles recherches qui montrent que ces structures ont une origine non biologique. Mais c'est la loi de la science. C'est comme ça que ça marche. C'est le jeu que nous, scientifiques, on joue, c'est-à-dire qu'on avance, on fait des découvertes, et on les soumet à la communauté pour que ce soit transparent et que ça puisse être débattu, controversé. Et il y a fort à parier que la première équipe, elle va y retourner, elle va essayer de démontrer qu'elle avait raison, mais ça se prend par consensus, ça prend du temps. Et une observation à un moment donné par un instrument est rarement définitive et est rarement quelque chose qui pourra nous permettre de conclure, ça y est, on a détecté de la vie, même sur Terre, vous voyez à quel point c'est compliqué. Donc pour conclure, je terminerai en disant qu'il faut, voilà, je ne veux pas jouer les rabat-joie, juste voilà, nous inviter tous à prendre du recul parce qu'on vit quand même une époque fascinante. On a des nouveaux projets d'exploration de Mars avec ExoMars, avec Mars 2020, des nouveaux instruments qui vont nous permettre de progresser, des projets vers, je continue à les appeler les satellites glacés, parce qu'essentiellement ce sont des satellites glacés, mais des projets, ces mondes sont vraiment fascinants et méritent notre intérêt. C'est passionnant, mais ça sera sans doute long. Ça sera sans doute l'objet de controverses et il faudra y être patient et y aller étape par étape. Il faudra des instruments adaptés aussi. Donc, il faut se donner les moyens de construire, d'explorer, de caractériser et puis souvent d'y retourner parce qu'on n'a pas forcément emporté les meilleurs outils la première fois. Et sur Mars, la stratégie, on se dit c'est tellement compliqué, ce qu'il nous faut, c'est un retour d'échantillon. Et sans doute qu'il faudra un retour d'échantillon. Alors, pourquoi est-ce que pour Mars, il faudra un retour d'échantillon et sur Europe, on n'aurait pas besoin? Alors que la stratégie martienne, c'est de préparer un retour d'échantillon. La stratégie pour Europe, c'est détecter la vie. Il y a quelque chose qui colle pas. Alors peut-être que c'est pour financer la mission, mais il faut garder ça en tête. On sera capable vraiment, ça reste de la science, mais pour valider une théorie scientifique, il faut de la reproductibilité. Et la reproductibilité concernant l'origine de la vie, comment la vie apparaît, ça nécessite, je dirais malheureusement, soit de la refaire en laboratoire, ou de la détecter ailleurs et de la caractériser. Voilà, il faut qu'on garde les pieds sur Terre, même s'il faut continuer à aller sur Mars, sur Europe, partout, observer les exoplanètes, continuer à développer, mais, comme je vous l'ai dit, avoir l'envie ardente, impérieuse d'explorer, mais en se disant que la vie peut-être, mais ça ne va pas forcément de soi, tout simplement parce qu'il y aurait de l'eau, de l'énergie et de la matière organique.
Voilà, je vous remercie.